Presque 6 ans que Léa et sa mère vivent dans l'attente. Fin 2020, la famille de Léa dépose plainte contre un voisin pour attouchement sur leur fille de 11 ans, puis pour viol. Et presque 6 ans que Léa côtoie tous les jours son violeur présumé. Je le recroise tout le temps. Dès que je sors dans mon propre village, je peux même pas être tranquille. Il est fier de lui. Pour lui, il va rien me prendre dans la gueule. Pour lui, je pense qu'il est tranquille dans sa tête. Il se dit, ça y est, ça fait 6 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire, personne ne me dit rien, tout va bien. La maman dit s'être rendue plusieurs fois à la gendarmerie pour savoir où en était la plainte. Elle a contacté la procureure, relancé l'avocate. Léa, 17 ans aujourd'hui, se sent trahie par la justice. Ah mais je me sens délaissée, abandonnée, il n'y a même pas assez de mots pour décrire. Je pense que la justice réalise pas que le viol, ça tue des petites filles intérieurement. Ça a détruit ma vie d'enfant, ça a détruit le regard que je me porte sur moi. C'est lui qui m'a détruit ma vie en fait. Et l'attente, elle en a rajouté une couche énorme par-dessus. Dans le dossier, des examens gynécologiques et un agresseur présumé nommé par la victime. Cet homme a été entendu une fois par les gendarmes et puis plus rien. En 6 ans, aucun juge d'instruction n'a été désigné. Mais là, c'est plus long, quoi. C'est une éternité pour nous. C'est pas normal. Quand toutes les preuves sont là contre les violeurs pédophiles, criminels, c'est pas normal qu'ils soient encore en liberté. Donc ça veut dire quoi? Qu'on attend qu'il y ait un meurtre réel de petites filles ou d'adolescentes pour réagir? Contacté, le parquet de Carcassonne a refusé de répondre à nos questions. L'avocate de la famille de Léa déplore le manque de moyens de la justice et mise sur une prise de conscience nationale pour faire avancer son dossier. J'attends des actes subséquents d'enquête, d'information judiciaire, de confrontation, oui, pour que Léa puisse être entendue et qu'elle soit reconnue en tant que victime. On sait qu'il y a d'autres potentielles victimes et ça, vraiment, ce temps-là d'instruction, on en a besoin, mais on a besoin que maintenant, ça soit activé. Nous avons informé la procureure de Carcassonne de la diffusion du témoignage de Léa et de sa mère. Elle nous annonce saisir un juge d'instruction pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Voilà un témoignage glaçant, évidemment. Noémie Schulz, comme souvent, on a l'impression qu'il faut attendre que les médias s'emparent d'une affaire pour que celle-ci avance. Oui, et on entend beaucoup, notamment d'avocats très attachés au principe de présomption d'innocence, à raison, se regretter qu'il y ait beaucoup d'affaires qui sortent dans les médias et que, quelque part, on jette en pâture le nom. On parle là des affaires qui concernent des personnalités, ce qui n'est évidemment pas le cas de cette affaire. Ils appellent le tribunal médiatique. Et la majorité des affaires de violences sexuelles en France concernent des parfaits anonymes, mais il y a aussi des affaires qui concernent des personnalités connues. On pense bien sûr à Patrick Bruel, on pense au chef Jean Imbert qui est accusé de violence aussi de la part de plusieurs anciennes compagnes, on pense à Gérard Depardieu. Bon. Et à chaque fois, certaines voix disent c'est pas normal que la presse fasse le procès avant la justice. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que c'est parfois parce que la presse a enquêté et parce que la presse met un coup de projecteur en relayant la parole de certaines plaignantes, que la justice réagit. Et ça interroge là aussi. Est-ce que peut-être que vous pourriez nous dire comment vous analysez les choses, mais c'est vrai que... Peut-être pour aller dans votre sens, Noémie, avant d'entendre Béatrice Brugère sur ce sujet, il y a l'avocate Michèle Dayan, avocate au barreau de Paris et présidente de l'association Lawyers for Women, qui en a parlé justement ce matin de ça, du tribunal médiatique et du fait peut-être, dans l'affaire Patrick Bruel précisément, eh bien que la notoriété du chanteur de 67 ans fait que cette enquête s'accélère et qu'il soit présenté à des juges d'instruction dans la journée, peut-être en vue d'une mise en examen. On va voir justement ce qu'elle a dit. Je ne voudrais pas que des parquets, des procureurs, des juges se dédouanent facilement de la responsabilité de chacun en décidant de demander la mise en détention de Patrick Bruel. Je n'aimerais pas que la justice prenne ses ordres auprès de l'opinion publique, de l'émotion, ou fasse une espèce d'exemple pour dire on a entendu la leçon. Ce n'est pas ce qui rendra justice à Liana. C'est encore un peu autre chose parce que là, elle s'inquiète du fait qu'on peut potentiellement incarcérer Patrick Bruel pour répondre à l'émotion suscitée par l'affaire Liana. Oui, mais ça va dans le même sens, c'est-à-dire que ces enquêtes, elles accélèrent effectivement parce qu'on les met en lumière. Mais qu'est-ce qui accélère? C'est la notoriété de Flavie Flament. Elle l'a dit elle-même quand elle a manifesté lundi soir, elle a dit... En partie, mais elle parle aussi des médias. C'est parce que j'ai parlé
qu'il y a eu une accélération de parce l'affaire. qu'on l'a relayé. On a relayé les Absolument. réactions aussi Elle considère elle-même que c'est sa notoriété qui a mis la lumière sur d'autres victimes qui étaient sous les radars. Et Béatrice Brugère, vous en pensez quoi? Effectivement, la médiatisation peut accélérer ce genre d'affaires? La médiatisation, c'est le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est que ça permet aussi d'être un lanceur d'alerte sur des choses qui passent sous les radars, et tant mieux. Et je trouve ça plutôt bien, en fait, je vais vous dire. C'est le pire quand on fait le procès avant le procès et qu'on ne respecte pas un minimum la présomption d'innocence. Là, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un état de fait que la société fonctionne comme ça. Mais il ne faut pas minorer l'influence que vous avez ou que vous pouvez avoir sur des prises de décision, bien évidemment. C'est une évidence. À nous d'y résister. Je pense que les magistrats, quand ils sont professionnels, ils regardent le dossier. Se basent sur les faits. Oui, bien sûr. Mais on est des hommes et des femmes comme tout le monde, et donc on y est sensible, c'est une évidence. Moi, je suis... j'ai écouté le témoignage de cette jeune fille juste avant, parce qu'il va y en avoir plein maintenant. Tout va remonter. Donc c'est important pour nous aussi, la justice, parce que ça va nous aider peut-être aussi à remettre en priorité des dossiers. Maintenant, la question, c'est que, vous le voyez bien, sur un plan systémique, c'est-à-dire de toute la chaîne pénale, nous avons une chaîne pénale qui ne fonctionne pas. Et pas que pour des raisons de moyens d'ailleurs. Hein. La procédure pénale, personne n'en parle, mais quand même a été aussi quelque chose d'extrêmement important parce que c'est une complexité, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. La parole de l'enfant, on le sait, qui a été pendant des années discréditée comme jamais. Donc en fait, c'est un grand reset qu'il faut faire, un grand examen. Une remise à plat, total. Oui, et de façon sereine et non pas polémique, en disant c'est ta faute, c'est de ma faute. Non, c'est plutôt la société est en train de prendre conscience, et les acteurs aussi, qu'il y a un sujet majeur. Qu'est-ce qu'on fait sans être à la fois populiste ou vindicatif pour justement prendre toute la mesure et avancer? Et la question des moyens, évidemment, en fera partie. Et vous parlez de la société qui doit prendre la mesure et des acteurs, les acteurs politiques aussi qui prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Je voudrais vous faire entendre la colère et l'indignation de Laure Miller hier dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Elle a utilisé son temps de parole. C'est une députée Ensemble pour la République, donc du socle commun. Et pour le coup, elle a utilisé son temps de parole pour montrer son indignation et écouter son émotion. C'était hier. J'ai honte de l'image qu'on donne. Hier, il y a des hommes, des femmes, beaucoup de femmes, qui se sont déplacés probablement pour la première fois de leur vie devant un palais de justice pour nous demander d'agir en responsabilité et de protéger nos enfants. Et depuis 15 heures, on se renvoie la balle comme des gamins dans une cour d'école. On cherche des responsabilités individuelles. Et je voudrais m'excuser parce qu'on a donné une image mais déplorable. Il y a déjà plus beaucoup de Français qui croient encore en la politique, mais je crois que ce qu'on est en train de donner encore à voir comme image de la politique, c'est vraiment un désastre, un désastre. Donc je suis désolée. Et si être députée en mai 2026, c'est ça, eh bien je ne me sens pas députée, je me sens citoyenne et je suis vraiment déçue. Les députés qui prennent la parole contre finalement le gouvernement alors qu'ils sont du même bord politique. Et elle, c'est assez rare pour le noter. Gérald Darmanin, il est aux responsabilités depuis quasiment une décennie. Ce bilan, c'est le sien aussi ? C'est pas lui particulièrement. D'ailleurs, il n'était pas garde des Sceaux avant, il était à l'intérieur et avant au compte public où il a fait la réforme du prélèvement à la source. Donc ça n'a pas beaucoup de rapport. Ce qu'il dit, Gérald Darmanin, c'est qu'il n'a pas les moyens, alors ça c'est un débat pour la présidentielle, l'impuissance de l'État. C'est-à-dire que lui, comme ministre de la Justice, il ne peut pas envoyer Emmanuel Macron à l'écran. Oui, j'allais vous couper pour dire effectivement. Depuis l'hôpital Robert Debré. Exactement, Emmanuel Macron qui va poser la première pierre de l'Institut du cerveau de l'enfant. C'est ce qui est écrit juste derrière lui. Et dans ce contexte de vive émotion après la mort de Liana, on peut espérer que le président effectivement s'exprime aussi sur les violences faites aux enfants. Dans quelques minutes, on l'écoutera si jamais c'est le cas. Et en tout cas, l'image est celle-là, puisqu'il vient visiter une unité d'accueil pour enfants victimes de violences. Donc, évidemment, on est au cœur du sujet, au moins symboliquement. Je ne sais pas si on écoute les propos. Non, on n'écoute pas pour l'instant. On l'entendra si jamais il s'exprime sur Liana. C'est un Liana, garde des Sceaux qui dit, d'ailleurs c'est comme ça qu'il se défend pour ne pas démissionner, il dit « Moi, depuis la réforme de 2013, je ne peux pas passer d'instruction individuelle au procureur. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas ce pouvoir. Donc, ne me mettez pas la faute sur moi puisque je ne peux pas agir directement
sur mes procureurs, si je résume, hein. Donc ça, c'est évidemment une question latente. C'est la réforme Taubira qu'il a critiquée d'ailleurs hier devant les sénateurs auditionnés devant le Sénat, Gérald Darmanin. Ce qui est plus compliqué pour lui maintenant, c'est qu'il y a un boomerang médiatique et politique, parce que vous avez vu que ce matin en commission à l'Assemblée, son projet de loi sur la justice criminelle a été rejeté. 18 voix contre 16. C'était sa fameuse réforme du plaider coupable, censée pour lui accélérer les examens, prioriser justement et accélérer et donner du temps aux juges pour aller se plonger sur des affaires qui sont embouteillées. Donc là, il y a un camouflet, en tout cas politique, aujourd'hui. Béatrice Brugère, ça va changer les choses, oui ? Quoi ? Ce rejet du plaider coupable ? Bon, moi, personnellement, je le regrette parce que je trouve que ça a été justement une façon aussi pour les victimes d'avancer sur des choses qui étaient reconnues pour pouvoir justement... En fait, vous avez dit le bon mot, si je puis m'exprimer ainsi, vous avez dit donner du temps aux magistrats. En fait, la question du temps, à quoi sert un magistrat, elle est fondamentale. C'est-à-dire que, et on a raison, quand tout est prioritaire, plus rien n'est prioritaire. Si on décide, et je le souhaite, que la protection des mineurs soit une priorité, une vraie priorité, alors il va falloir dégager du temps. Ce n'est pas que des moyens, c'est aussi dégager du temps pour les professionnels. Et par exemple, je parlais avec des collègues encore hier là-dessus, ils me disaient, mais par exemple, les ordonnances pénales, circulation, tout ça, c'est 30% du contentieux. Ça, est-ce qu'on a une grosse valeur ajoutée ? Non. Est-ce qu'on ne peut pas déléguer Exactement. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une réflexion pour une fois globale, intéressante ? Les États généraux avaient été ce temps-là. On n'en a pas tiré grand-chose, malheureusement, alors qu'il y avait beaucoup de choses dans les États généraux de la justice où on avait déjà mis à jour des difficultés. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ne refasse pas une grande messe, vous savez, inutile, dont on ne tirera aucune leçon. La Civis avait fait des propositions. Oui, l'état des lieux, on l'a fait à peu près maintenant. En tout cas, pour ceux qui veulent trouver les solutions, on peut aller vite. La question maintenant, c'est de réfléchir à des choses dont personne ne parle, mais qui est la RH. La formation des magistrats, parce que c'est ça aussi. Parce qu'en fait, dans la question des moyens, il y a la question de la bonne décision. Vous allez l'entendre tous les jours. Pourquoi on a pris cette décision et pas cette décision ? Donc, plus vous aurez des acteurs formés. Pourquoi vous avez, par exemple, dans la gendarmerie, des gens qui sont extraordinaires, qui vont chercher, comme souvent les affaires des colcaises, qui n'ont pas lâché, hein, et puis d'autres qui s'en fichent. Donc, c'est ça aussi qu'il va falloir travailler, c'est-à-dire des outils performants, des acteurs spécialisés, des moyens à la hauteur des enjeux, mais aussi une procédure pénale qui soit efficace. Et je le dis parce que là, c'est un vrai sujet. Si vous demandez 70 000 procédures, ça veut dire que tous les magistrats vont essayer, et comme ils le font, de faire le mieux possible. Ça veut dire des détentions derrière. Ça veut dire des détentions. Or, tous les jours, on retombe sur l'autre problème. On nous dit qu'il n'y a plus de place en prison. Or, je rappelle que Emmanuel Macron avait quand même annoncé la construction en premier mandat de 25 000. On était à 25 000 avec le Sénat sur une évaluation. Donc, on va faire quoi, les magistrats ? On va vous dire... Ah oui, non mais là c'est grave, c'est dangereux. Moi j'entends, je ne vais pas être responsable et ils ont raison. Donc, je vais mettre en détention. Et en détention, on va nous dire non, mais attendez, les prisons sont pleines. Vous voyez bien que dès que vous touchez un petit, en fait, tout est en domino. Donc, par pitié, soyons matures dans cette démocratie. Le sujet est beaucoup trop grave pour être récupéré de façon politique. Les magistrats, ils sont de très bonne volonté. Je ne voudrais pas qu'on pense que on est tous comme sur des procédures où on n'en a rien à faire. C'est pas vrai. Mais il vous faut du temps et des moyens qui vont avec. Non, mais un pilotage stratégique. Un pilotage stratégique qui touche toute la société. L'éducation nationale. Juste une chose. Si ce soir, Patrick Bruel est en prison, en détention provisoire, c'est de l'engorgement inutile ou utile des prisons ? Non, mais là, vous me posez une question sur laquelle je ne peux pas répondre. Je n'ai pas accès au dossier. Si on le met en détention, c'est qu'on imagine qu'il y a des raisons qui correspondent. Moi, je ne suis pas... Alors justement, nous, on continue d'en parler de Patrick Bruel, qui risque de passer sa première nuit en prison ce soir. En tout cas, merci Béatrice Brugère d'être venue avec nous sur France Info pour parler des conséquences de la mort de Liana. Merci Noémie Schulz et Yael Gauze qu'on retrouve chaque jour sur France Info. 2 informations à la une de ce mercredi, c'est vrai, le gouvernement donc sous tension après les ratés judiciaires de Liana, et puis donc Patrick Bruel qui après 48 heures de garde à vue doit être présenté à 3 juges d'instruction en vue de sa mise en examen potentiel